Les amis, je suis très content de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Sur le terrain, la série dans laquelle on parle d'archéologie directement sur le terrain. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi en fouille archéologique. On va essayer de comprendre et de dater un site totalement inédit et peut-être qu'on fera de belles découvertes. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti! Une fois de plus, nous sommes dans la vallée de la Bruche avec François. Pour ceux qui n'auraient pas vu le précédent épisode, François est doctorant en archéologie, mais aussi président du GRAB, une association d'archéologie ouverte aux bénévoles. Pour son nouveau chantier, il a fait appel aux membres de l'association, qu'ils soient archéologues de formation ou passionnés. L'occasion rêvée de vous faire découvrir un nouveau site en vidéo. Alors voilà le site archéologique en question. Je sais que vu comme ça, on dirait qu'il n'y a pas grand chose, c'est pas très visuel. Et pourtant, je me trouve sur un sol qui a été créé il y a plusieurs centaines d'années. Et pour comprendre de quoi il s'agit et ce qui s'est passé ici, il va falloir qu'on analyse quelques indices. Premièrement, le relief. Ici, il est très intéressant puisqu'on a pas mal de petites anomalies avec des bosses, des creux qui ne sont pas là par hasard, vous allez le comprendre tout à l'heure. Et surtout, on remarque que le site en question est situé sur une sorte de butte. C'est comme si on avait une petite levée de terre, sauf que c'est pas vraiment de la terre. Et c'est ce qu'on va voir avec le deuxième type d'indice, le mobilier archéologique. En l'occurrence, on trouve des seaux, des kilos. Que dis-je? Combien de kilos, François? Il ne sait pas. Je pense qu'on est à au moins 50 kilos en quelques jours de fouilles. Non, plutôt de l'ordre de 150. Plutôt de l'ordre de 150 kilos, très bien. On a 150 kilos de scorie. Et qu'est-ce que c'est la scorie? On va le voir tout à l'heure. En tout cas, ça nous renseigne sur un point fort intéressant. Il y avait ici, dans le passé, à une époque indéterminée, un bas-fourneau. Ok, ça se complique un peu, mais pas de panique, vous allez comprendre. Ce que vous avez sous les yeux, c'est une scorie. Et ça n'est pas du métal, mais en gros, de la roche fondue. Notre site en est rempli. Nous sommes littéralement sur un tas de scories vieux de plusieurs siècles, qui a été recouvert par la végétation. Ces scories, elles ne sortent pas de nulle part. En fait, elles résultent d'une activité humaine bien précise, la production de fer. En effet, dans la nature, ce métal se trouve sous forme de minerai, c'est-à-dire prisonnier d'une gangue rocheuse. Il suffit de se baisser, puis on trouve un énorme bloc de minerai. Tu peux essayer de le soulever, tu verras, C'est vrai? ça pèse lourd. Est-ce que je risque de me ridiculiser devant 50 000 personnes? Peut-être. C'est probable. Oh, ah mais ça va. Oui, ça va. Ouais, ça va, mais c'est quand même... C'est quand même mastoc par rapport à la dimension du truc, quoi. Donc ça, c'est un bloc de minerai et le fer qui était recherché, c'était toutes ces petites vénules noires en fait, que vous voyez là. Il s'agit donc de séparer le fer, en gris, de sa gangue rocheuse, en orange. Et pour ça, on fait chauffer ce minerai dans un bas fourneau. À l'intérieur, la température atteint les 1200 à 1400 degrés. Ça n'est pas suffisant pour faire fondre le fer en lui-même, mais c'est assez pour que son enveloppe rocheuse s'écoule sous forme de scorie. Voilà ce qu'on trouve sur notre site. Et la boucle est bouclée. Ou presque, puisqu'on n'a pas encore parlé du plus impressionnant, les mystérieux reliefs dans le terrain. Le site est juste là, à 3 mètres, et François me dit qu'ici, on a justement un relief intéressant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est tout simplement une halde, c'est le tas de déblais à la sortie de la mine. Donc on le reconnaît parce qu'il a une forme caractéristique, quoi, un plateau avec une pente derrière. Donc là, la piste, la défoncée, ça nous permet de bien voir en coupe, en gros, cette fameuse halde. Ça, c'est super intéressant. Vous voyez, il y a une route, entre guillemets, pour engins forestiers qui passe en plein milieu. Ça a coupé cette espèce de tas qui est situé ici, qui du coup devait être apparenté à une mine. Ouais, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une mine pas loin. Et donc le jeu, quand tu vas ce genre d'amas de déblais, c'est de chercher où derrière peut se trouver l'entrée. En fait, si on s'approche un peu, tu vois là, il y a une légère dénivellation comme ça, une espèce de fossé, je sais pas si tu le vois.
Ouais, celui-ci, il n'est pas très évident à voir. Mais un peu de patience, il y en aura d'autres. C'est très léger, mais en fait, si on s'approche, on voit qu'il y a un creux en haut, là. Là, il y en a un autre juste en dessous. Et en fait, ça continue comme ça jusqu'en bas, là. Et donc ça, c'est des têtes de puits qui se sont effondrées. Donc ça fait des entonnoirs. Ça veut dire qu'ils ont creusé des puits pour atteindre le minerai. C'est ça. Et peut-être qu'en dessous, il y a une galerie du coup qui circulait, je sais pas. Probablement dans le filon, ouais, ils ont vidé le filon. Donc il doit y avoir des vides en dessous, ouais, qui relient peut-être ces puits, effectivement. Très intéressant, on est à seulement quelques mètres du site et on a un autre relief assez énigmatique dont on va percer le mystère. Allez, c'est parti. Ah, il est pas mal celui-ci. Ouais. Hein. Donc c'est exactement la même chose qu'on a vu avant, mais en beaucoup plus frais. C'est aussi une tête de puits, là, il faut imaginer, il y avait un puits qui devait être massif, vu la dimension du trou, quoi, de l'entonnoir d'effondrement. Donc là, le filon, il passe comme ça, et dessus, ils ont implanté des séries de puits. On peut aller voir au-dessus, il y a d'autres puits, ça continue comme ça. Je sais pas si ça rend bien à la caméra, mais on voit particulièrement bien qu'il y a un alignement de gros trous dans le terrain, qui sont ces anciens puits, en fait, qui servaient à accéder aux galeries souterraines et à extraire le minerai, c'est fou. Tous ces puits ont été creusés pour atteindre le filon et ramener à la surface le précieux minerai. À l'origine, ils étaient parfaitement verticaux. C'est avec le temps, en s'effondrant, qu'ils ont formé ces grands entonnoirs dans le terrain. Le plus impressionnant se trouve un peu plus haut, adossé à une falaise de roches naturelles. Donc là, apparemment, si on continue à monter la pente et à remonter cette ligne de tête de puits, on arrive sur une falaise qui vaut le coup d'œil. On va aller voir ça. C'est à partir de maintenant que tout se complique, car ces différents puits n'ont pas été creusés aux mêmes époques. Le plus massif, qui est aussi le mieux conservé, pourrait avoir été pratiqué au XVIIIe siècle. Et comme pour confirmer cette information, François a trouvé à proximité directe l'entrée d'une galerie creusée à l'explosif. Mais qu'en est-il des autres puits? Pourrait-il être plus ancien? Eh bien, François en est certain. Et ça, il l'a compris en étudiant nos fameuses scories. Elles sont caractéristiques d'un bas fourneau. Le minerai a été chauffé entre 1200 et 1400 degrés, la gangue rocheuse a fondu et s'est écoulée, mais la température n'était pas assez forte pour que le résultat soit parfait, si bien que nos scories contiennent encore un peu de fer. Et ça prouve qu'elles sont anciennes, car dans la région, à partir du XVIe siècle au minimum, et probablement un peu plus tôt même si on n'a pas de preuves directes, on utilise des hauts fourneaux, capables, eux, de faire fondre le fer. Ils sont plus efficaces que les bas fourneaux, chauffent davantage et produisent des scories très différentes qu'on appelle laitiers. Ces laitiers sont faciles à reconnaître car la gangue rocheuse a carrément vitrifié, leur conférant un aspect un peu brillant. Bref, on sait que nos scories sont plus anciennes que le XVIe siècle. Les hommes qui les ont produites en faisant fonctionner leurs bas fourneaux sont peut-être parmi les premiers à avoir exploité le fer du secteur. Pour le savoir, reste à dater notre site. Et pour ça, pas le choix, va falloir mouiller le maillot. Alors toute la terre qui est extraite du sondage, on la tamise, c'est-à-dire qu'on la filtre pour ne laisser passer aucune scorie. Là en tamisant j'ai trouvé ça. Ça ressemble à un caillou mais comme j'ai un doute, je vais le casser. Allez c'est parti. Suspense. Bah c'est du minerai. C'est du minerai parce qu'on voit qu'il y a une veine de couleur un peu grisâtre. Du minerai, des scories, c'est déjà pas mal, mais c'est pas tout. On trouve encore 3 autres types de vestiges. Là, Baptiste vient de trouver un morceau de paroi de four qui est exceptionnel puisqu'on voit particulièrement bien toute l'épaisseur du four. En fait, juste ici, on a la partie intérieure qui était en contact avec le feu,
qui a carrément vitrifié. C'est pour ça que vous avez ces espèces de bulles, et ça se voit peut-être pas très bien, mais c'est un petit peu luisant, notamment à ce niveau-là. Et plus on s'éloigne de l'intérieur du four, plus on va vers l'extérieur, la partie qui était externe du four, et bien moins l'argile a cuit, et plus cette argile est claire. C'est pour ça qu'on a ici une teinte plus orangée. C'est fascinant, ça nous montre vraiment l'épaisseur du four. Une fois qu'un four n'était plus utilisable, on en jetait les fragments avec les scories et on en construisait un nouveau. Donc quand au début de la vidéo je vous disais ça, je me trouve sur un sol qui a été créé il y a plusieurs centaines d'années. Eh ben, je parlais pas d'un sol au sens archéologique du terme, sur lequel des hommes auraient circulé, mais bien d'un tas de déchets très anciens qui affleurent directement sous nos pieds. Alors forcément aujourd'hui ça paraît très calme, mais il faut imaginer qu'à l'époque, la zone grouillait d'activité. Il y avait des mineurs qui sortaient des entrailles de la terre avec le précieux minerai, qui étaient ensuite amenés au bas fourneau qui tournait à plein régime, ça fumait, il y avait de l'activité, mais surtout la question qu'on se pose c'est quand a eu lieu cette exploitation? Pour le découvrir, il nous reste les deux types de vestiges dont je n'ai pas encore parlé. En première position, les poteries. Malheureusement ici, elles ne sont pas très parlantes. Dans la couche supérieure, qui a été pas mal perturbée, notamment à cause des racines, on a trouvé ce genre de tesson, qui remonte à tout casser au XVIIIe siècle. Toutefois, en descendant plus profondément, on a découvert celui-ci, qui a la particularité d'être non tourné. Autrement dit, on a façonné ce vase en faisant des boudins d'argile et en les empilant les uns sur les autres. La technique se retrouve aussi bien chez les Gaulois qu'au Moyen-Âge. Si on avait eu un morceau des lèvres de la céramique, on aurait peut-être pu reconnaître sa forme et la rattacher à une période, mais avec ce morceau de panse, c'est impossible. Alors pour dater ce ferrier, il nous faut compter sur le dernier type de découverte. Alors là, je viens de trouver un truc très important. Je ne le prends pas avec les gants ni avec les mains pour être sûr de ne pas le contaminer, mais il s'agit de charbon. Et ce charbon, il est très important puisqu'il date de plusieurs centaines d'années. Potentiellement, il va peut-être nous permettre de donner une date à ce site. Donc tous les charbons, on les prélève et on les met dans ce petit sac. Et ensuite, ça partira au carbone 14 pour nous révéler les secrets de ce site. Ainsi, tout repose sur le carbone 14, et il va falloir attendre plusieurs mois pour en avoir les résultats. Mais ne croyez pas que je vais vous laisser sur cette frustration. J'ai gardé une petite surprise. Nous sommes en février 2018. François organise une prospection avec les bénévoles du Grab, et j'emmène ma caméra. En arpentant la montagne, nous découvrons une zone dont le sol est jonché de scories. Aucun doute, c'est un ferrier. Quelques mois plus tard, en juin 2018, François obtient son autorisation de fouille et lance le chantier. Là encore, on a des scories, du minerai, de la paroi de four, des poteries et surtout des charbons. Fin juin, le chantier est bouclé et les charbons sont prêts à être analysés. Les mois défilent jusque mai 2019. Les résultats viennent d'arriver. Ce ferrier date du Moyen-Âge, plus précisément entre l'an 1020 et 1155. On peut donc fortement supposer que cette ancienne mine, qui est située juste à côté et que vous avez déjà vue dans la vidéo, a été exploitée à la même époque par les hommes qui habitaient la vallée au Moyen-Âge. Alors, quel est le rapport avec notre site actuel? Eh bien, sachez que les deux ferriers sont éloignés d'une cinquantaine de mètres à peine, et il est tout à fait possible qu'ils datent tous les deux de la même époque. On en saura plus d'ici quelques mois et peut-être qu'on aura une surprise, en bien ou en mal, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant sur Facebook et Instagram. D'ici là, suspense. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas que vous pouvez liker et commenter, ça soutient la chaîne et ça m'aide beaucoup. Si l'archéologie vous intéresse et que vous n'êtes pas trop loin de l'Alsace, n'hésitez pas à nous rejoindre au Grab, à l'association de François, qui organise régulièrement des prospections, des journées découvertes et de temps à autre des fouilles archéologiques. Et je le répète, pas besoin d'avoir une formation, vous pouvez apprendre sur le terrain. François est hyper pédagogue et il fait vraiment en sorte que l'archéologie soit accessible à tous. Enfin, merci à mon frère Julien, qui nous a filmé pendant 2 jours et qui commence à devenir un pro du pilotage de drone entre les branches. Merci Julien, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, quand on part en tournage il fait régulièrement des petits récaps vidéo des journées,
et c'est hyper sympa à regarder. Allez, quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais des gros poudous comme d'habitude. C'était Thomas. Ciao.